Donc aujourd'hui, je vais présenter les travaux que je fais sur comment réussir à faire vivre ce rectangle de pixels que vous voyez ici. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de calculer dessus et calculer en plus de façon générique. Alors ça surprend, parce qu'en général, quand on voit ce genre de diagrammes qui sont en fait de zones cellulaires, hein, donc la configuration évolue comme ça avec une T, on n'imagine pas que c'est juste calculé. D'accord? Parce que souvent, ce qu'on voit sur ces trucs-là, c'est des simulations de systèmes physiques. Mais vous allez voir que progressivement, magiquement, en fait, on va réussir à faire des calculs. Donc, je vais vous montrer des choses de plus en plus compliquées. D'accord? Je commence par des choses simples, qui sont juste du bruit. Ici, vous avez donc une fonction de transition qui fait du bruit. Alors pourquoi je vous la montrer celle-là? D'abord parce qu'elle est très simple, vous voyez qu'elle fait juste 22 portes. Alors chaque fois que je vous montre une règle d'évolution d'automate cellulaire, sur l'automate cellulaire, je vous montre le nombre de portes logiques que ça prend, le rayon. Donc là c'est rayon 1, ça veut dire que pour mettre à jour chaque petite carré, je regarde juste le voisinage immédiat de 6 voisins. Vous avez compris que c'est un voisinage hexagonal, hein, parce qu'on voit ça dessiner l'hexagone. Donc rayon 1, juste 22 portes, et 4 fils qui partent des voisins. Est-ce que moi, Frédéric, tu peux répéter, redécrire le graphe, là, s'il te plaît? Ce que c'est là? Parce que ça voilà, oui. N'hésitez pas à m'interrompre, sinon vous allez comprendre, pour sûr. C'est un automate cellulaire hexagonal. Donc quand on met à jour chaque petit élément de calcul de façon synchrone avec tous les autres, d'accord, on considère les 6 voisins. Et s'il est marqué que c'est juste 22 portes logiques, ça veut dire que, en fait, vous imaginez qu'il y a un petit circuit qui prend l'état de ses voisins et qui fait une combinaison de ces états. C'est fini les états ou État fini, bien sûr. État fini, et là, il y a juste un bit d'état. Ça doit être quelque part. Et pourquoi est-ce que tu as 6 voisins et pas 8? 6 voisins. Alors, j'ai 6 voisins immédiats. D'accord? Lesquels? Celui-là, par exemple, ses voisins, c'est celui-là, etc. Ça se voit, ça fait un hexagone, non? Ça se voit pas? Vous voyez pas que c'est décalé? C'est une représentation hexagonale en décalé. Vous voyez que celui-là, par exemple, il est décalé. Ah oui, c'est... L'hexagone, c'est pour avoir un pavage sympathique, c'est ça? Alors, l'hexagone a de nombreuses extraordinaires propriétés, à tel point qu'en fait, pour moi, il n'existe que le pavage hexagonal. Les autres n'existent pas, en fait. Une des propriétés qu'il a, c'est qu'il est planaire. Le graphe planaire, hein, quand vous prenez, pour représenter ce graphe, c'est planaire, contrairement au voisinage de 8 voisins, d'accord, où vous avez les diagonales, donc du coup, ça se croise. Il y a une uniformité, tous les voisins sont à distance égale. C'est pas le cas quand on prend le voisinage à 4 voisins, parce que ce voisin-là, ou voisin, ce voisin-là, il est racine de 2 sur la racine de 1. Mais là, tu t'en fiches des distances. Oui, mais une des raisons pour lesquelles je prends 8 voisinages, c'est parce que c'est planaire. Et l'autre raison, c'est parce que c'est technique, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais la raison principale, c'est que il y a une autre propriété aussi, c'est que les voisins d'un élément, en fait, sont tous connectés. Ce n'est pas le cas des 4 voisinages. D'accord? Quand vous avez les voisins nord, sud, est, ouest, le nord n'est pas connecté, le nord n'est pas connecté à l'ouest. D'accord? Il faut passer par un autre cas. Dans le cas, tous les voisins sont connectés. C'est une propriété qui est sympa. Donc je vais vous montrer des règles d'automate cellulaire, et progressivement je commence par des choses super simples, et progressivement je vais vous emmener des choses super compliquées. Et j'essaie de ne pas vous perdre en cours de route. Si jamais vous ne comprenez plus rien, faites-moi des signes. Donc au début c'est une règle super simple. En fait, alors pourquoi je la montre cette règle? Alors ça fait du bruit, hein, vous l'avez pu le constater, c'est du hasard. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le hasard on l'utilise tout le temps. C'est primordial. Ensuite, parce que c'est marrant de voir qu'on réussit à obtenir le hasard à très faible coût, avec en fait 6 portes logiques seulement, d'accord?
C'est-à-dire qu'il faut faire juste, si vous avez vos 6 voisins, d'accord, il faut faire juste le OU de ces trois-là, le OU logique de ces 3 bits, le XOR de ces 3 bits, et de combiner tout ça. Alors, ça vous surprend, vous dites, ah ben pourquoi il ne fait pas le XOR de tout le monde? La parité. Vous connaissez cette règle, c'est une règle très connue dans le monde de la filière. On s'ennuie pas, on fait le XOR de tout le monde. Alors pourquoi on prend le XOR? Parce que le XOR, il sera à moitié 0, à moitié 1 en moyenne. D'accord? Donc déjà, ça assure que ça reste à moitié 0, à moitié 1 en moyenne. Et bien, si on fait le XOR de tout le monde, ce que j'ai d'abord utilisé et ce qui était dans les bouquins, donc je peux vous faire, si je m'écris la chose hyper rapidement, d'accord? J'ai révisé avant de venir. Si je vais dans ma petite fonction là, et je m'amuse. Dans mon rang de bit, vous voyez le rang de bit là, Davo, là? Vous voyez pas? Ah oui. Effectivement. Vous voyez, il est là. Et si je mets ici, vous voyez, ça en fait c'est l'exemple dont je vous parle. Alors, une des raisons pour lesquelles je voulais vous montrer ça aussi, c'est parce que vous voyez qu'en fait, je souhaitais vous communiquer le fait que je définis mon voisinage toujours avec une vision de haut niveau, avec des opérateurs spatiaux et temporels. Je considère mes 6 voisins dans le temps. Je vais jamais m'ennuyer à écrire ce qu'on fait traditionnellement dans le monde des automates cellulaires, des lookup tables, on va dire. Si mon voisin nord vaut 1, si mon voisin sud vaut 0, si mon voisin est vaut tant, tout ça, alors je prendrai telle valeur. Lookup table, d'accord? Et si vous avez 6 voisins de 2 états, ça fait 2 puissance 6 configurations. Pour chacune, il faut dire c'est quoi l'état suivant. Et ça, c'est la façon traditionnelle de faire l'automate cellulaire. Moi, je fais ça toujours avec des opérateurs spatiaux, un peu comme des opérateurs différentiels. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est juste pour vous dire, le premier, si votre objectif, si mon objectif, c'est de faire du calcul générique sur l'automate cellulaire, la première chose, c'est toute une démarche de s'abstraire de plus en plus de ce milieu physique pour aller vers un milieu de symbolique. Bon. Donc si je remplace ce OR ici par un XOR, c'est avec XOR de partout maintenant, en fait, hein, que je recompile tout ça, c'est un calculateur en arrière. Donc là ça lance le truc. Et je vais lancer pas de vol, non pas sur votre écran, mais sur le mien. Merde, c'est pas le bon. Je sais pas. Attends une minute, alors faut quand même que je... je comptais vous faire... oui, la compiler celui-là, c'est celui-là que je vais compiler. Donc j'ai un compilateur avec plein d'appels très et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe le truc marrant. Vous avez compris ce qui se passe. Quand alors, au début, ça a l'air aléatoire. J'augmente la vitesse. Hop, ça s'éteint. Vous voyez, ça s'éteint. Au bout d'un moment, votre configuration, c'est parti. Vous voyez. Bon, si on prend un nombre de rangées impair premier par rapport à 64, parce que j'ai 64 colonnes, ça s'éteint pas, mais par contre, ça va cycler. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que pour montrer un peu le feeling de ce que je fais, en fait, c'est qu'on bosse avec des automates cellulaires, on change facilement, on exporte un monde de règles un peu abstraites, comme ça, avec des fonctions. Et la règle qui était publiée dans un bouquin d'automates cellulaires de XOR, en fait, elle ne marche pas, les cycles. Ça, moi, je l'ai vu nulle part, je n'ai pas beaucoup cherché, peut-être que les gens l'ont montré. Mais moi, je me suis rendu compte, juste en la programmant, en l'itérant, je me suis rendu compte que si j'itère tous les 512 trucs, ça reste stable, vous voyez. Ce sont des petites règles, bon.
C'est pas le principal le truc que je vous montrais. Donc, je reviens. Non, maintenant je vais. Je reviens à. Donc je travaille avec. Enfin, à chaque fois je passe d'un écran à l'autre, je peux un petit peu. Heureusement, j'ai un peu les Donc, j'ai prévu de vous montrer différentes règles qui sont toutes là, d'accord? J'ai un environnement où je peux les montrer. Donc, j'ai commencé par la plus simple, maintenant je vais vers la plus compliquée. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça maintenant. Je vais vous montrer donc d'abord avec. Si on veut faire du calcul, il faut d'abord avoir des agents qui se déplacent. Donc, une notion d'agent, ça veut dire qu'on va pouvoir repérer dans le temps et dans l'espace des choses qui se conservent. D'accord? Donc, ma règle d'évolution, là ici, vous avez des quasi-points. Le support de cet agent varie entre 1, 2 et 3. C'est quoi un agent? C'est un état particulier? En fait, c'est une notion un peu physique de soliton. Ça reste connexe dans le temps. Vous voyez que ce point, on voit qu'il se déplace. Qu'est-ce qui fait que c'est un agent? C'est qu'à chaque fois, d'un instant à un instant suivant, on peut suivre sa trace. Ma question, c'est représenté par quoi? Un état particulier ou C'est représenté par ici, le support d'un agent, ici, c'est l'ensemble des cellules connexes adjacentes. Un agent est on va partitionner l'espace en composantes connexes de bleu, qui est en bleu là, d'accord, il y en a 6. Et on considère les composantes connexes de bleu, d'accord. Et comme on modifie l'agent à chaque fois au bord, on peut le suivre de l'instant T à l'instant T plus 1. Parce qu'on modifie que au bord, bien sûr. Ce qu'il voulait comprendre, ce qui est drôle dans ces règles, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout local. Donc il n'y a pas de vision globale de l'agent. L'agent existe parce que on fait en sorte qu'il existe. D'accord? Donc là j'ai des grosses contraintes. Là je dis à chaque fois, en fait, je modifie au voisinage, c'est ok, mais je mets des contraintes. C'est-à-dire qu'à chaque itération, j'oblige à ce que ce soit à ce que ça reste un quasi-point. C'est une contrainte très forte et je bouge au hasard. Bon, c'est un mouvement au hasard. Bon. Alors pour continuer à répondre à cette question, c'est quoi un agent? Je peux faire autrement, si j'ai envie, je peux relaxer le quasi-point et autoriser à grossir l'agent n'importe comment, tout en faisant en sorte que ça reste un agent. D'accord? Dans ces cas-là, c'est j'enlève le quasi-point, d'accord? J'enlève les contraintes quasi-point qui font que ça me contraint un agent. Je continue mon évolution, et là, d'un coup, vous voyez, ça grossit, mais ça reste connexe. D'accord? Alors, comment je fais ça? Eh bien, je calcule, par exemple, je calcule ça. Vous voyez le vert, là? Mais il y a du vert ici. Pourquoi il y a du vert ici? Parce que, attendez, avant de montrer le vert, je vais montrer celui-là. Là, pourquoi ici
Ah ouais. Bon, je monte celui-là. Pourquoi ici il est en bleu celui-là? Pourquoi ici, à votre avis, c'est en bleu ça? Parce que si jamais je passe ce truc-là à orange, vous voyez, je risque de merger deux agents. Vous comprenez? Normalement. Pas du tout. Non. Bon, vous comprenez, là, celui-là par exemple. Si je passais celui-là en bleu, ça va faire un trou là-dedans, d'accord? Si j'ai deux supports de deux agents qui sont proches comme ça, et si le coup d'après, ça devient aussi un agent, je vais les fusionner ces agents. Vous comprenez? Donc là, partout où c'est bleu, je vais interdire de remplir le coup d'après, d'accord? Je calcule, si vous voulez, le nombre de composantes connexes au voisinage. Si j'en ai deux, comme c'est le cas ici, d'accord, parce que j'ai une composante, je vais dire, alors là, je ne veux pas mettre du orange, vous voyez. Je contrains mon évolution. C'est simplement en contraignant mon évolution, je vais garantir que mes agents se conservent dans le temps. Mais ça, c'est une règle globale? C'est une règle très importante, c'est la règle blob. Oui, je cherche à vous expliquer en fait que la façon dont on programme ce truc-là, c'est en contraignant l'évolution. On sculpte en contraignant. Au départ, tout est possible, c'est le bruit total. Progressivement, en rajoutant des contraintes, on va apparaître des choses. C'est quoi la question? Oui, non, mais la règle, c'est tu vas fusionner deux composantes connexes. Oui, je veux conserver mes agents. Je veux faire exister mes agents. Je veux mes agents, je veux les agents. D'accord? Oui, ça, c'est quelque chose de global, c'est pas local. Non, c'est pas global, c'est local. Justement, c'est ce que je montre là-dessus, d'accord? C'est toujours local. Toutes les règles sont locales. Il faut, dans toutes les simulations que je vous montre, à chaque fois que vous imaginez, c'est un automate cellulaire. Que chaque carré ne connaît que ses carrés voisins. Ça se fait en 5 fois, d'accord? Il n'y a jamais une vision globale de tout le truc. C'est quoi la beauté de la chose aussi. Et c'est quoi la règle locale qui fait que les agents fusionnent de composantes connexes de orange, d'accord? Là, tu vois bien que localement, j'ai deux composantes connexes de orange. Comme je disais tout à l'heure, hein, mes voisins sont connectés, d'accord? Donc là, j'ai du orange ici et du orange ici. D'accord? Donc quand je fais le tour de mon voisinage, si j'ai une vision flat de ma chaîne, enfin torique, d'accord, on a ça. D'accord, je vois que j'ai deux composantes connexes de orange. Tu vois? Un orange ici, un orange là. Donc si j'ai deux composantes connexes de orange. Ça peut être la même, non? Si j'ai une composante connexe de orange, là je peux passer au orange au centre. Mais je veux dire, tu vois deux blocs d'orange. Ça peut être la même, ça peut être le même agent. Ouais. Mais en quelque cas, on va faire un trou dedans alors. Si on relie, on va faire un trou dedans. Ça, on n'a pas envie non plus de faire les trous dedans. D'accord? Donc, idée de localité. Comment? On ne peut pas savoir si c'est le même agent ou pas. Localement, on peut pas le savoir. Mais de toute façon, on a aussi envie d'interdire les trous, c'est pas beau les trous, d'accord? On a envie d'avoir un bon agent bien. Donc, si. Vous voyez, je vais vous montrer autre chose aussi, d'accord? Ça suffit pas en fait. Hein. Il faut aussi interdire, calculer ce genre de trucs. Donc là, je vous montre un autre type de champ. D'accord? Jusqu'à présent, je vous ai montré les champs vertex. Il y avait un bit sur chaque processing élément, d'accord? Maintenant, rapprochez-vous si vous ne voyez pas. Je sais pas, vous voyez les traits verts là, ici là? Malheureusement, c'est tout petit sur l'écran, je sais pas pourquoi. Vous les voyez les traits verts? Oui. Bon, pourquoi il y a un trait vert ici, par exemple? Parce que si jamais je mets ces deux oranges, je les vide, cet agent va se séparer, je vais avoir une séparation, d'accord? Et là, si jamais je mets ces deux-là à plein, je vais avoir une fusion d'agents potentiellement. Donc c'est un autre type de contrainte, donc c'est un autre type de champ, c'est des champs edge. Il faut vous imaginer que sur mes quand j'ai deux éléments de calcul, d'accord, le edge, l'arête qui les relie, d'accord, je peux mettre un bit dessus aussi si j'ai envie, d'accord, qui va être porté donc par un trait. Et je raisonne par rapport à ça, je raisonne sur des champs globalement, d'accord. Donc partout là où j'ai un vert, ça veut dire que j'ai un bit sur mon edge qui me dit, gaffe là, il faut faire une exclusion mutuelle. Je peux pas passer en même temps ces deux oranges là, je peux pas les mettre en même temps à noir, d'accord. Ces deux noirs là, je peux pas les mettre en même temps en orange, il faut qu'il y ait exclusion mutuelle entre les deux, d'accord, c'est soit l'un soit l'autre. Donc comment je décide? En tirant au sort, bien sûr, d'accord. Je décide une priorité au hasard. En tirant ça. Donc si je relaxe ce truc là, d'accord, à la fin ça fait à la fin les agents on a l'impression qu'ils fusionnent, mais non ils fusionnent pas.
Et si maintenant je remets la contrainte quantify, on va voir les agents vont apparaître, d'accord? Et on va voir qu'il n'y a pas de trou de temps, c'est bien facile, ils sont restés connexes sans trou. Donc on peut recréer les particules. C'est la preuve, d'accord? Maintenant, j'enlève quantify, maintenant j'enlève blob. J'enlève la contrainte blob qui se passait tout à l'heure. Enfin, j'enlève quantify, mais j'enlève le blob, la contrainte dont je viens de vous montrer. Là, vous allez voir, ça va être n'importe quoi, d'accord? Donc maintenant que j'ai enlevé le blob, si jamais je vais revenir, si jamais je vais revenir en faisant quantify, j'arriverai plus, d'accord? Parce que ça a fait des trous de partout, ça a fusionné, c'est plus qu'un seul gros blob, j'ai plus mes agents, d'accord? Bien. Je stationne trop sur les trucs, sinon je vais pas réussir à montrer tout ce que je vous montrais. Donc maintenant je passe à. Alors je vais revenir au départ. Je vais revenir au départ. Le step d'après, là on a vu des notions simples d'agents, d'accord, ils font rien nos agents, ils sont quasi ponctuels ou ils sont en de beaucoup de place. Pour qu'ils réussissent à communiquer entre eux, il va falloir installer des champs de distance. On travaille principalement avec des champs de distance. C'est quoi un champ de distance? Eh bien, bon, c'est ce genre de truc, d'accord? Vous allez voir s'installer là. Alors, j'enlève le mouvement. Alors, attends, j'enlève le mouvement, ça va rester fixe, je pense. Ouais. Voilà. Donc, je fixe les particules, et vous voyez ici, ça va vite, hein. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Pourquoi? Parce que je monte de 2 en 2. Vous allez tous comprendre pourquoi. J'ai que la distance x2, quelque part, ok? Donc, progressivement, au début, c'est 0 partout. Progressivement, ça devient 2, 4, 6, 0, 2, 3, et après le 3 va devenir 4. Ça monte progressivement parce que au début, on fait toujours la règle super simple de distance qui est le min sur les voisins plus 2. D'accord? Donc celui-là qui est à 3, le min sur les voisins c'est 2, plus 2 ça va passer à 4. D'accord? Mais on n'augmente pas plus de 1 à chaque fois. Donc le 3 devient 4, et puis partout ici ça reste fixe parce que. D'ailleurs, je vais retenir la distance là. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, donc ça calcule la distance. Bon. Ok, bon, mais les choses bougent. Alors, le champ de distance est robuste, d'accord? Les choses peuvent bien bouger comme elles ont envie, que la distance se met à jour en même temps, d'accord? D'où, c'est là que vous voyez pourquoi on fait 2 fois la distance, parce que c'est justement ce décalage sur un bit de plus permet à la distance de suivre. Elle est toujours un peu en retard, bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est un clock par l'autre. Bon, là, vous voyez, la distance suit. D'accord? Vous comprenez un peu? Je pense, visuellement. Alors, alors, dans ce business, on va représenter plein de trucs tout le temps. Au lieu de représenter les nombres, on représente les courbes de niveau. C'est bien plus. On prend moins de place sur le truc, d'accord? Mais en vrai, c'est les entités derrière. Donc, on prend les courbes de niveau. C'est quoi les courbes de niveau? C'est un champ vertex. Du même type de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre un bit sur un vertex, on va calculer, on va dire celui-là, bit tu sera 1 si jamais il y a un décalage de 2 entre eux. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre là? Voilà. Voilà. Et le diagramme de Voronoi, tu pourrais le. Oui. Ah oui, alors là, oui, il s'introduit naturellement le diagramme de Voronoi quand on veut homogénéiser. Ouais, je vais passer sur les. J'avais envie de vous montrer un truc, en fait. Si jamais les particules vont trop vite, la distance explose. Les particules doivent avoir une vitesse strictement inférieure à 1,5. Donc j'ai mis une contrainte pour ça, d'accord? Si jamais j'enlève cette contrainte, elle s'appelle slow, d'accord? Et je voulais vous faire, parce que c'est là, la distance, on n'arrive pas à maintenir le prédicat qui fait que c'est une distance. Donc j'enlève les particules ne sont plus contraintes maintenant de accélérer, donc vous allez voir la distance de foutre le camp. On approche à venir. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Vous voyez, la distance, ça fout tout le temps là. On n'a plus de distance. Parce que les particules sont allées trop vite. Bon, je commence déjà à manquer de temps pour aller jusqu'au bout, je vais m'attendre là-dessus. Mais
je souhaitais en fait vous montrer tout le détail. Alors je suis capable de remonter, de mettre un prédicat qui dit si jamais la distance ne marche plus, à ce moment-là on signale un bug. Je vais pile à l'endroit du bug où le bug s'est créé et je vous montre effectivement à cet endroit-là précis, il y a une particule qui avait plusieurs fois tues dans le même sens, qui est donc rompu le prédicat. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de comment on bosse. C'est un véritable environnement de développement. Donc elle s'est cassée parce que j'ai enlevé le prédicat qui faisait qu'elle ralentissait. Je ne vais pas mettre en là-dessus. Donc oui, je vais envoyer directement. Je vais avoir un œil. Donc je vais montrer l'homogénéisation. Alors je passe sur une autre feuille plus simple d'abord. L'homogénéisation, j'appelle ça plat. Effectivement, alors vous avez deux agents. Je commence déjà à vous parler de plusieurs agents. Vous avez plus que 2 agents. Vous avez environ 18 agents bleus, puis un agent vert qui est autour, donc qui connecte. Donc, que fait cette règle? Ah, je suis allé trop vite là. Ouais, parce que j'étais sur le mode. Je diminue la vitesse. Donc, l'idée maintenant, c'est effectivement de calculer le Voronoi, comme M. Bourtier qui a été au jury de thèse de Lugnel. Ça, c'est vert. Donc, le vert, en fait, et le Voronoi du bleu. Que fait le vert? Alors, il faut que je commence à vous parler de force, de mouvement. Jusqu'à présent, je vous avais parlé que de force aléatoire. Vous avez des petits individus bouger dans tous les sens. C'était une force aléatoire. Ils étaient soumis, on bougeait comment? On bougeait n'importe où. D'accord? Maintenant, il y a 2 forces. Il y a la force aléatoire et la force qui fait qu'on va utiliser distance. On va aller toujours en mouvement de répulsion, s'éloigner du copain. D'accord? Le bleu s'éloigne du vert, le vert s'éloigne du bleu. C'est aussi comme ça, d'accord? Et donc, si par exemple, bon, ça c'est la force. Ah non, j'ai pas ça, j'ai pas eu de force ici. Donc, vous voyez que juste en s'éloignant mutuellement, on va homogénéiser en fait, d'accord? Et vous comprenez que le vert, c'est important de conserver le prédicat bloc que je montrais tout à l'heure. Avec le prédicat bloc que je montrais tout à l'heure, le vert reste un Voronoi. Là, vous voyez que le vert est un Voronoi, hein? Eh bien, regardez. Pour moi, là, le vert, non. Pour moi, là, des fois, il y a un bug parce qu'il y a un problème de synchronisation. Pour moi, là, le vert, c'est aussi un blob. Moi, je le vois aussi comme un Voronoi, le vert. Mais vous ne le voyez pas. D'accord? Mais moi, je visionne. Parce que moi, je vois tout de suite qu'effectivement, il suffit qu'il répulse un peu du bleu, ça devient un Voronoi. D'accord? Alors, un truc marrant avec cette règle-là, qu'on a mis du temps à trouver, c'est que le mouvement aléatoire est important là-dedans. Il vient compléter de façon adéquate le mouvement de répulsion. Si je l'enlève, que se passe-t-il? Ouais, le mouvement aléatoire, je pense que c'est ça, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai fait la démo, voilà. Et bien, ça s'arrête assez rapidement, ça se fiche, d'accord? Voilà, c'est figé là. Pourquoi? Eh bien, parce que localement, en fait, si je montre les courbes de niveau que je ne peux pas faire, j'en explique pas ici. Si je montre les courbes de niveau, localement, en fait, localement, cette particule bleue, je ne sais pas que ici c'est plus loin. D'accord? Parce que localement, c'est la même distance. On a un effet d'écran, mais comme ici c'est resserré, on n'arrive pas à voir si c'est loin, d'accord? C'est plus loin. D'accord? Et donc, c'est lié à la discrétisation. D'accord? On a des nombres entiers, on n'a pas des nombres réels. Et bien, le fait de rajouter derrière là-dessus, donc voilà, donc ça s'arrête de progresser, d'accord? Ça ne se mégise plus. Le fait de gigoter un peu, d'accord, avec le truc aléatoire, va permettre. Ah non, je suis bête, non, c'est pas celui-là qu'il faut montrer. Je dis des conneries. Ne corrigez pas. Celui-là, c'est celui-là qu'il faut montrer. Vous voyez? Donc localement, il y a un plateau ici. On voit